La place de Limo est au centre de celle-ci, le marché locatif, ce marché en crise. On va réfléchir à ce qu'on peut attendre dans cette période trouble de ce marché locatif, car oui, qui dit crise dit aussi opportunité. Restons pro-business. Bonjour Marie-Cœur de Roy. Bonjour Lorraine. Pas facile comme exercice, mais c'est ce qu'on essaie de faire sur BFM Business. Nous ne sommes pas seuls. Pierre Otus nous a rejoint. Bonjour cher Pierre. Bonjour. Vous êtes délégué général de Pluriance et Clameur. Avec vous, on va prendre le pouls de ce marché locatif. Bon, marché locatif en crise, on va pas se mentir. Bon, Pierre, déjà, on va se dire où est-ce qu'on en est sur ce marché locatif, parce que cette période trouble en termes politiques, avec ces élections législatives anticipées, ça met quand même aussi un coup d'arrêt à tout ce qui était en train de se faire pour faire relancer un tout petit peu le marché. On en est où là concrètement ? C'est vrai qu'avant cette dissolution, avant même les élections européennes, depuis février-mars, on avait un frémissement. On a eu une annonce de baisse de taux par la Banque centrale européenne qui relançait un peu d'espoir pour les investisseurs et les accédants à la propriété aussi pour acheter leurs biens immobiliers. Il y avait quelques propositions de loi, des choses qui étaient dans les tuyaux pour essayer, tenter de fluidifier un peu les choses. Vous pensez à quoi en particulier, Pierre ? Il y avait des choses sur la fluidité du parc social qui aurait pu donner peut-être un peu d'air au parc locatif privé. Et il y avait surtout des choses dans le domaine de la copropriété et sur la gestion locative. Les exceptions de copropriété pour les travaux qui ne peuvent pas être réalisés parce qu'il n'y a pas de décision de copro, et donc de ne pas pénaliser le propriétaire qui est coincé. Donc, il y avait des idées un peu en ce sens-là qui auraient pu donner des assouplissements par rapport aux différents calendriers de rénovation énergétique 2025, 2028, etc. Et puis sur la gestion locative, de se dire que, après tout, interdire une mise en location, peut-être faut-il attendre qu'il y ait le départ du locataire, qui est quand même le meilleur moment pour faire les travaux, et donc de donner un peu de fluidité en ce domaine, au renouvellement du bail, etc. Je suis obligée de vous contredire un tout petit peu, Pierre. D'abord, la loi climat et résilience, il me semble, mais après vous m'arrêtez si je me trompe, qu'elle prévoyait d'ores et déjà des petites exceptions. Et typiquement, quand la copro s'oppose au vote des travaux, que vous êtes, vous, à l'initiative de la demande de faire les travaux et que c'est nécessaire pour que votre logement qui était passoire sorte de l'état de passoire, a priori, il y avait quand même une forme de tolérance, non ? Oui et non. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui n'était pas très clarifié. Et donc, la loi de Guillaume Vuilletet, la proposition de loi de Guillaume Vuilletet qui était portée là tout début juin, venait clarifier ces choses, notamment vis-à-vis, par exemple, du propriétaire. Il y avait des amendements, des propositions qui avaient été faites pour que le juge ne puisse pas annuler, baisser le loyer pour sanctionner le bailleur. C'est-à-dire qu'il y avait une tolérance qui disait qu'on pouvait toujours louer, évidemment, mais sauf que vous n'aviez plus votre loyer. Et donc, c'était un peu la double peine pour le propriétaire qui, à la fois, ne pouvait pas être coincé pour faire ses travaux et, en plus, n'avait pas les recettes pour les payer. Alors après, sur aussi l'organisation des travaux et de l'interdiction de la mise en location, là encore, juste petite précision à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, il me semble, et encore une fois, vous m'arrêtez si je me trompe, que c'est au renouvellement du bail, alors pas forcément du coup au départ du locataire, mais que c'est au renouvellement du bail que l'obligation d'avoir réalisé les travaux s'imposera. C'est-à-dire que, en gros, si moi je signe le bail au 1er décembre 2024 et que c'est un G, au final, j'ai 3 ans pour que mon propriétaire bailleur fasse les travaux. Oui, mais c'était pas forcément clair et fluide pour les locataires, tout comme les propriétaires. Oui, mais c'est pour ça que c'est important de le redire, parce que de se dire, c'est pas le 1er janvier 2025, le coup près-tombe, interdiction de tous les jets, il faut les sortir du marché. Oui, mais il y a une question tout à fait pragmatique de se dire que des vrais travaux de rénovation globaux, d'envergure dans un appartement, on le fait au départ du locataire. Il y a une étude formidable qui a été faite par l'ANIL, à laquelle j'ai participé, c'est pour ça que je dis qu'elle est formidable. Dites-nous comment elle s'appelle cette étude, que ceux qui nous écoutent sur les travaux qui date de 2020, que vous pouvez retrouver sur le site de l'ANIL. Et le moment le plus propice qui a été déterminé, c'est le moment du changement de locataire, ce qui est parfaitement logique, ça vient enfoncer une porte ouverte, mais c'était bien de l'étudier. Et donc, effectivement, le départ du locataire, ça a donné une souplesse entre 2025 et 2028. Le Sénat a rendu aussi un rapport, il y a quelques semaines, Dominique Estrosi-Sassone et Madame Gacquer, disant que peut-être il fallait déporter l'obligation 2025 à 2028. J'ai vu que dans les programmes, des différents candidats aux législatives, il y avait des choses dans ce sens. On va rentrer dedans, parce que du coup, l'état du marché locatif dépendra aussi de ceux qui nous gouverneront demain. Et ils ont, pour certains, des programmes. Justement, comme on parle des passoires thermiques, l'une des propositions les plus, j'ai envie de dire les plus trash, parce qu'elle peut bouleverser le secteur, c'est celle du Rassemblement national qui dit faut revoir, supprimer le calendrier passoire. Oui, alors ils ne veulent pas le revoir, ils veulent, si j'ai bien compris, supprimer les interdictions de mise en location. Bon, faut être assez prudent quand même. Ils veulent le voir partir.
Au revoir. Il faut être assez prudent parce que il y a une perspective, une trajectoire qui est donnée. Il faut apporter de la souplesse, il faut donner peut-être des moyens supplémentaires, pas forcément financiers, hein, qui peut être plutôt réglementaires, parce que les finances publiques sont contraintes. Et donc, d'annuler tout bonnement le calendrier, ça ne nous paraît pas très clair. Et puis, ça vient remettre en question tout ce qui a été entrepris par les investisseurs dans les copropriétés, des objectifs qui sont là pour emmener des immeubles entiers dans des rénovations globales. Je ne pense pas que ce soit le meilleur symbole. En revanche, ça met le doigt peut-être sur une chose qui est intéressante, c'est de dire il ne faut pas interdire la location, ou en tout cas pas tout de suite pour le parc locatif qui a besoin d'offres, beaucoup plus d'offres. Et pour ça, il faut à mon sens réanimer le parcours logement, c'est quelque chose d'un peu plus large, entre celui qui rentre dans un logement social, celui qui accède à la propriété de manière sociale ou normale, qui sort du parc locatif. Et s'il y a du mouvement, ça permet de développer de l'offre, fluidifier le marché. De fluidifier. Et il y a différentes méthodes. Sur les droits de mutation, pourquoi pas. La taxe foncière. Alors les droits de mutation, on va juste passer. Enfin, à chaque fois que vous allez me parler d'une des propositions, il faut quand même que je réexplique. Sur les droits de mutation, donc on parle des fameux frais de notaire. Je mets de gros guillemets si vous ne me voyez pas, que vous m'écoutez à la radio. C'est donc la proposition de Gabriel Attal et de la majorité sortante de supprimer les frais de notaire, en l'occurrence les droits de mutation, la partie qui va aux collectivités locales pour les primo-accédants jusqu'à 250 000 euros d'achat. Vous pensez que ça, c'est quelque chose qui est de nature à relancer la fluidité du marché ? Alors, on va surtout dire que c'est une inégalité devant l'impôt, comme le rappelle régulièrement Nicolas Dose, et qu'a priori, ça ne verra pas le jour, cette idée. Et qu'en plus de ça, ça aurait un effet inflationniste sur les prix, puisque les vendeurs pourraient être tentés d'augmenter leurs tarifs, et qu'en plus de ça, les collectivités locales risquent de ne pas être très très contentes, parce que c'est à l'État que revient le droit après derrière de rembourser les collectivités locales. Oui. Pas sûr qu'elles le fassent en temps et en heure, comme le font à date les notaires. Pierre, votre regard. Oui, j'achète le symbole. J'achète l'idée qu'il faut permettre aux gens d'accéder à la propriété, qui est la première étape de la sortie du parc locatif, qu'il soit social ou privé. Et donc peut-être d'autres mesures peuvent être prises. Moi je pense notamment à l'imposition des plus-values. Il y a de nombreux logements qui ne sont pas mis en vente, qui ne sont pas sur le marché à la vente, et le marché de la vente souffre aussi ces dernières semaines, ces derniers mois. Et bien sûr l'imposition des plus-values, d'être monté à 30 ans, avec un impôt sur le revenu plus une CSG, ça a un effet de rétention beaucoup sur le marché. C'est ça, vous voulez dire que la fiscalité incite à la conservation plutôt qu'à la vente. Exactement. Et donc on était à 15 ans, peut-être qu'il faut trouver un modus operandi, peut-être baisser drastiquement le montant, mais d'arrêter la suppression pour durée de détention. Et ça permettrait à des gens de remettre effectivement des biens sur le marché. Et pour le coup, ça fait gagner des droits de mutation. Donc potentiellement, on pourrait éventuellement perdre, mais ça se modélise et ça se calcule sur l'imposition des plus-values, que de toute façon on n'encaisse pas parce que les ventes sont bloquées. Se récupérera sur les droits de mutation, justement. Et donc les départements sont très contents. Pierre, c'est votre proposition. On est d'accord que ça ne figure dans aucun des programmes des 3 blocs en présence? Non, mais ça n'empêche pas de porter des choses. Mais je tiens juste au cas où il y a beaucoup de gens très enthousiastes à nous écouter. Voilà. Quelle que soit la majorité ou l'absence de majorité qu'il y aura dans quelques semaines, nous continuerons de porter nos idées sur la rénovation énergétique, en étant équilibrés dans les interdictions, en favorisant les rénovations globales à l'échelle de l'immeuble, avec le DPE collectif, par exemple. Bon, je fais mon marché, hein, là, j'annonce un peu de choses. Et donc, ça va perdurer. De toute façon, là, la campagne était tellement courte qu'il a bien fallu prendre des choses symboliques, j'imagine, selon les différents partis. Et donc, on continuera de discuter, je l'espère, avec des gens raisonnables. On a parlé de la proposition du RN sur les passoires thermiques. Je dis d'un mot que ni le nouveau Front Populaire, ni Ensemble ne veulent revenir sur le calendrier, les obligations de rénovation. Juste, on va voir les autres propositions pour ce marché locatif. Alors, pour le coup, elles nous viennent essentiellement de la gauche, avec une hausse, par exemple, de 10% des APL. Est-ce que vous pensez que ça peut être aussi une bonne solution? Vous parliez d'effets inflationnistes. Effectivement, les APL sont réputés aussi avoir parfois un effet inflationniste. Sauf qu'ils ont baissé de 10% sur 7 ans et j'ai pas vu les loyers baisser, moi. Il faut être prudent. Non, je veux dire que détermine le prix, les loyers ne baissent pas, mais s'ils remontent, les loyers vont forcément augmenter. C'est un risque. C'est un risque. Je ne pense pas que ce soit la première des choses à opérer. Je pense que ça ne peut pas resolvabiliser tout un tas de locataires, selon vous? Je pense qu'il faut davantage miser sur la fluidité du marché et le développement de l'offre locative, d'une offre locative de bonne qualité, énergétique mais pas que, de lutter contre les passoires carbone, si on peut les appeler comme ça, parce que passoire thermique c'est pas forcément ce qui est le plus adroit de dire. Et donc j'ai vu ces choses-là, c'est aussi adjoint avec un blocage des prix, avec un encadrement des loyers quasi généralisé. À toutes les zones tendues, mais c'est ce que voulait la loi Allure au démarrage, on le rappelle, c'était pas un encadrement des loyers.
Bon, on est sur des choses un peu anciennes qui n'ont pas forcément fait leurs preuves. C'est une expérimentation qui a besoin d'une La garantie universelle des loyers, quand même, c'est pas. Enfin, pardon, hein, mais pour le coup, Visal, que le gouvernement actuel a beaucoup, dont le gouvernement actuel a beaucoup fait l'apologie, et ils ont raison. Hein, pour le coup, ça marche bien. Oui, a raison, voilà, qui est financé par Action Logement, je crois. Oui. Il permet quand même d'assurer contre les impayés de loyer tout un tas de propriétaires. Le truc, c'est que tous les locataires ne sont pas éligibles, même s'ils sont de plus en plus nombreux à Visal. Est-ce que cette garantie universelle des loyers que promet la gauche, ça peut pas être aussi une solution, en fait? Oui, alors il faut saluer le travail d'Action Logement, hein, qui a... En 2016, a lancé cette garantie qui était ce qu'elle était, et elle s'est considérablement améliorée, elle s'est considérablement élargie. Action Logement, je rappelle que le financement, c'est les entreprises, c'est la participation des entreprises à l'effort de construction qui viennent aider les salariés à se loger, notamment. Eh bien, je ne suis pas certain qu'il faille uniformiser, universaliser ce dispositif qui est bien en place, qui fonctionne. Je pense qu'il ne faut pas trop le déstabiliser. À chacun son offre, à chacun sa capacité à trouver le bon produit. Il y en a plein des produits de sécurisation des loyers. Oui, mais celui-là, il a l'avantage d'être gratuit pour le locataire et le propriétaire. Oui, c'est en tout cas financé par. Et effectivement, le risque de l'étendre à tout le monde, c'est de le faire disparaître. Je suis convaincu de cela. Je pense qu'Action Logement, je crois, tient aussi cette position. Ne venons pas déstabiliser quelque chose qui a été largement ouvert, qui fonctionne bien, qui s'adresse à un public bien précis. Qui l'apprécie. Il y a d'autres dispositifs de sécurisation des loyers et je ne suis pas certain que ce soit le problème numéro un dans le monde locatif privé. Oui, parce qu'on rappelle seulement 1% d'impayés sur le marché locatif. Oui, 1% durable. Et ce qui pose problème dans ces cas-là, c'est davantage la lenteur de la justice, la possibilité de reloger les gens, qui existent de ne pas les laisser dans un logement dans lequel ils ne peuvent pas payer le loyer, ne reprendront pas le paiement des loyers. Et donc de trouver des solutions rapides pour le locataire comme pour le propriétaire, qui c'est pas des pétroliers, les propriétaires, ces investisseurs, ils ont des échéances à rembourser, des charges, des impôts à payer. Donc parfois, ça a un effet délétère. C'est un peu c'est pas des mauvais. Pétroliers. Je vais retenir cette expression. Votre parole est cousue d'or. Le mauvais cas qui fait tache d'huile après. Il reste moins de 2 minutes. Je sais que quand on a préparé cette émission, vous m'alertiez sur le fait que c'est moins les programmes qui vous inquiétaient que l'évolution des taux d'intérêt. Oui, et en cela, sur les taux d'intérêt, on a eu une petite bonne nouvelle la semaine dernière. On a vendu notre dette de manière assez simple. Donc, assez simple, je mets des guillemets. On a vendu notre dette sur les marchés financiers sans grande difficulté. Voilà. On aura une deuxième phase juste après, je crois, le deuxième tour des élections législatives. Il y a deux impacts. Il y a le premier impact, c'est sur les finances publiques. Si notre dette coûte plus cher nécessairement, dans le budget global, il va falloir abonder pour le paiement de cette dette. Quand on dit notre dette, je précise, on parle de la dette de l'État français. La dette de l'État français, pardon, oui. On aura plus de mal à boucler le budget, donc on va aller couper dans certaines dépenses. L'histoire montre que l'immobilier, soit on coupe des dépenses, soit on augmente les impôts, soit on fait les deux. Et donc c'est ce qui pourrait paraître inquiétant. Et puis il y a aussi un impact sur les taux d'intérêt avec les taux directeurs de la BCE, dont la bonne nouvelle était arrivée sur une baisse qui n'était pas pérenne, mais il y avait une baisse qui était annoncée, et donc un retour et une bouffée d'oxygène qui pouvait se donner auprès des investisseurs. Tout n'est pas catastrophique. Je ne pense pas que au lendemain des législatives, ça va être la catastrophe sur nos dettes. Il ne faut pas être l'oiseau de mauvais augure. L'immobilier, c'est le temps long. Ce sont des investisseurs qui investissent sur une longue période, avec une perspective large, notamment pour l'investissement locatif, mais aussi quand on habite pour soi-même. On achète pour soi-même, pardon. Donc, il ne faut pas paniquer. Mais il faut être vigilant. Peut-être qu'il faut enclencher un certain nombre de projets assez rapidement pour bénéficier effectivement de taux légèrement allégés. Ce qui est sûr, c'est que quand on a des... Vous pensez au prêt à taux zéro, par exemple ? Oui, le prêt à taux zéro, moi j'y crois beaucoup, surtout pour le financement de la rénovation énergétique en copropriété. Le prêt à taux zéro, rénovation, copropriété, ça c'est un bon dispositif qui, je pense, va se déployer et les banques semblent s'en saisir. Et donc ça, c'est très bien quand on s'endette d'ailleurs globalement au niveau de la copropriété. Le prêt à taux zéro pour l'accession à la propriété, pourquoi pas, etc. Mais ce qui est important, c'est que les taux durablement restent
un peu dans une perspective de légère baisse, ou en tout cas se stabilise. Si ça pouvait descendre avec une baguette magique autour de 2,5%, ce serait rassurant pour les investisseurs. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, quand on a une bonne occasion d'acheter un bien, un immeuble, une maison, c'est le prix qui est important. Le taux, on pourra toujours le renégocier dans quelques années, et donc on aura bénéficié à la fois d'un bon taux dans le futur et d'un bon prix au moment de l'achat. Et celui-là, il ne bougera pas. Attention au taux d'intérêt de la dette qui pourrait influencer à terme les taux immobiliers. Mais aussi le budget du futur gouvernement, de la future majorité, s'il y en a une, et qui, ultimement, nous affectera aussi sur tous les chantiers de la rénovation. Et le budget qui sera consacré au logement, finalement. Ce sera ça la conclusion de Pierre, n'est-ce pas ? Oui. Pierre Othus et sa parole cousue d'or. Je retiendrai, on va la ressortir, que les propriétaires ne sont pas des pétroliers.